40. On va peut-être parler des collégiens alors, hein, si vous êtes d'accord. Ce sera le début de la vidéo. Quand je l'aurai fini tout à l'heure, je la couperai à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu des collégiens que beaucoup depuis appellent préadolescents. Et moi, j'ai décidé, alors pendant des années, j'ai fait la grève du préadolescent, j'ai voulu l'abolition du terme préadolescent et de la préadolescence parce que je trouvais que ça amenait des mauvaises choses. Maintenant, j'ai compris que malheureusement, on ne peut pas lutter contre 60 milliards de personnes, enfin je ne sais pas combien on est sur Terre, et qu'automatiquement, il faut à ce moment-là s'adapter à la population qui nous arrive dans les pattes, et il faut accepter les choses. Mais c'est pour ça que moi, je suis dans un refus de cette préadolescence, donc je préfère les appeler les collégiens, parce qu'on s'est aperçu que cet âge-là, c'est vraiment limité au niveau du collège. On n'a pas encore, pour le moment, et on croise les doigts, on n'a pas encore de problématique. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'envahissement au niveau des CM1, CM2. Je vous expliquerai pourquoi je pense au CM1, CM2 tout à l'heure. Pour l'instant, ça se résume vraiment au collège, en sachant qu'en plus, ça a même un peu, envahi les vrais adolescents qui, eux, étaient plutôt là vers la 3e, voire 4e, et qui maintenant sont englobés dans ce terme de collégien. Enfin voilà, il y a une espèce d'amalgame qui fait que on a une espèce de groupe total qui s'est créé autour des collégiens. Et donc voilà, plutôt que parler moi des préadolescents, je préfère parler des collégiens dans notre cadre. Voilà. Donc pour revenir à la théorie de base, je vais faire référence donc aux 3 théories les plus, celles que j'utilise le plus, hein, en tout cas celles qui sont les plus mises en avant. On va commencer par le premier, hein, c'est-à-dire Freud. Là, chez Freud, cet âge-là, et c'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je vous parlais des CM1, CM2, c'est une période qu'il appelle la période de latence, qui se situe entre 7-8 ans et la puberté. Chez Freud, la période de latence, c'est un âge où, en fait, l'enfant, sur le plan... alors, je rappelle, Freud, c'est le développement psychosexuel, donc c'est l'identité, la personnalité, le développement de la personnalité et de l'enfant, voilà, en tant qu'homme, en tant que femme. Et donc là, on est à un âge où à 7-8 ans, tout ce qui a été créé par, voilà, de 0 à 6 ans, le grand développement et ainsi de suite, le phase orale, anale, phallique, voilà, on fait leur travail, on arrive après la résolution du complexe d'Oedipe, où voilà, il a compris qu'il coucherait jamais avec sa mère, et parce que son père a gardé sa place et a dit voilà, c'est moi le chef ici, donc toi tu restes à la place. Donc l'enfant a réussi à résoudre sa problématique d'Oedipienne. Et on arrive à un moment où justement l'enfant là sur le plan du développement du corps, des capacités motrices et ainsi de suite, il n'y a pas grand-chose qui va se faire plus. Il arrive à un maximum, voilà. Il a une capacité, maintenant il sait à peu près à 7-8 ans comment sauter 3 marches dans l'escalier, à faire le casse-cou pour certains, à utiliser la motricité fine pour d'autres. Donc on est à quelque chose d'un moment où ça s'arrête, voilà, il n'y a plus de développement. En tout cas, il n'y aura plus de développement concret par rapport au moteur et au physique qui va se mettre en place avant le grand tsunami qui est l'adolescence, où là, il va y avoir une évolution de la croissance qui va faire que on va évoluer. Sur le plan du développement du cerveau, où on arrive à une étape, et ce qui fait que là, cette période, chez Freud, c'est une période qu'il appelle de latence, comme son nom l'indique, où en fait, pendant un moment, le jeune, il va attendre. Il va attendre la suite. Il va profiter de ce qu'il a appris plus jeune et il va attendre que la puberté démarre. Donc c'est un âge où, en théorie, chez Freud, on arrive à avoir des enfants qui sont qui n'ont rien de spécial à faire, voilà, qui en tout cas n'ont plus de problématiques personnelles et qui maintenant donc vont pouvoir, et c'est là où on arrive à la suite, vont pouvoir un peu s'occuper du reste et de la suite et de l'environnement. Et de comment ça fonctionne une centrale électrique et de comment, voilà, et c'est pour ça que vers ces âges-là, le CE2, CM1, c'est à peu près cet âge-là, CE1, voilà, fin de CE1, mais plutôt CE2, CM1, c'est vraiment les âges où on va commencer à l'école à travailler sur, voilà, apprendre à ce que c'est qu'une centrale électrique, comment ça fonctionne l'écologie, c'est quoi, enfin toutes ces choses-là. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on avait été visiter une gare
Et on avait été voir un peu comment ça fonctionnait, un aiguillage, comment ça fonctionne, les appels, les trucs. Voilà, c'était assez intéressant. Même la vomatique des trains. Enfin, voilà. On a eu la chance d'avoir j'avais un pote, un copain de l'école. Son papa était cheminot et qui depuis est devenu chef de gare. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment un âge où, sur le plan de la personnalité, on se pose plus de questions, tout va bien, on se laisse filer. C'est un âge vraiment où on profite un maximum des choses. Voilà, moi, si je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire plus de 40 ans, voire même plus de 30 ans d'ailleurs, c'est à partir de là où on commençait à faire les activités extrascolaires. Voilà. Pour ceux qui sont nés dans les années 70-80, il n'y avait pas encore de moment où on allait faire des activités extrascolaires à 4-5 ans. On a commencé, on attendait 7-8 ans. C'est là où, pour ceux qui étaient dans l'histoire un peu plus religieuse, c'est là où les religions, voilà, le catéchisme se met en place vers 7-8 ans aussi. Et puis les autres, ça commençait à ce moment-là. Donc, un âge sur le plan freudien de la personnalité où il ne se passe pas grand-chose. Sur le plan de Piaget, on est sur le stade voilà, on vient de quitter le stade des préopératoires, voilà, et on arrive clairement là à un stade des opérations concrètes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le début de l'enfance, l'enfant est beaucoup lié au corporel, à sa façon enfin, exprime beaucoup les choses par son corps, a beaucoup d'abstraction dans ses idées, et c'est un âge où il va commencer, enfin, à 7 ans, voilà, on arrive à peu près dans les mêmes cadres, où le développement mis en place, il va arriver à un âge où il va être capable, à partir de maintenant, d'être beaucoup plus concret dans ses réflexions. Donc, en gros, c'est un âge où l'enfant, moi, c'est comme ça que j'évalue de savoir est-ce que l'enfant est capable et passé aux opérations concrètes ou pas. Il va être capable de comprendre qu'un monsieur, alors, pour ceux qui sont dans le mythe du Père Noël, hein, tout le monde ne l'est pas, donc prenez le mythe que vous voulez, la petite souris, le lapin de Pâques, voire même d'autres choses plus particuliers comme l'ami imaginaire ou tout pas qu'est-ce. C'est un moment où l'enfant il va être capable de dire que concrètement, c'est pas possible. Un monsieur n'est pas capable de passer dans une cheminée quand il n'y en a pas, n'est pas capable de distribuer autant de cadeaux à tout tant de monde. Donc il y a un truc qui va pas. Une petite souris, elle n'est pas capable de venir piquer, enfin, de transporter la pièce. Il y a un truc qui va pas là dans cette histoire. Et donc on arrive dans quelque chose de beaucoup plus concret et qui fait que sur le plan de cognitif, la demande de l'enfant à ce moment-là, ça va vraiment être de travailler sur ce que c'est que le concret et comment fonctionne la vie. Et donc on revient à peu près à ce que je disais par rapport à Freud, c'est que c'est un âge où là, on va s'intéresser à l'extérieur et à comment fonctionne le monde et comment fonctionnent les choses. On va s'intéresser, c'est le moment où on va commencer un peu à raisonner. C'est pour ça que le début des opérations concrètes commence par ce qu'on appelle l'âge de raison. On va commencer à raisonner. C'est pas le moment où on va avoir raison, c'est le moment où on va commencer à raisonner sur les choses autour de soi. Et donc, c'est encore une fois un âge, voilà, cet âge-là, qui va amener l'enfant plutôt s'intéresser aux choses, à l'extérieur, beaucoup moins à lui, juste ce qu'on appelle le stade des opérations formelles, qui lui va se mettre en place à partir de l'adolescence et de la puberté, où là, on va être beaucoup plus dans quelque chose où le cerveau va d'ailleurs un dernier développement qui va l'aider à travailler un peu plus sur des sujets un peu plus alors abstraits dans le sens des choses qui n'ont pas besoin de concret pour pouvoir d'ailleurs je crois que je me demande si je vous ai pas fait une erreur, mais en gros le concret dans le sens où il a quand même besoin de s'appuyer sur quelque chose de concret pour comprendre les choses. Plus tard il sera capable de comprendre un peu d'abstraction. Voilà, c'est là où on commencera à mettre un peu de notions d'hypothético-déductif, de subjectif, de raisonnement INRC. Enfin voilà, ça vous pourrez aller voir tous les trucs que j'ai fait là-dessus sur le groupement INRC qui se met en place. Donc un âge, voilà, chez les collégiens, on est dans ce cadre-là. Chez Vallon, qui en fait est un peu le mix entre les deux, enfin le mix en tout cas qui se veut être un peu au milieu. Oui, c'est ça. Oui, mais les nombres abstraits, les équations, voilà, les équations, c'est beaucoup plus tard, et vous vous apercevrez que d'ailleurs que les équations, on les travaille avec des chiffres concrets. On travaille avec des équations, on ne travaille pas avec des chiffres, même si on parle d'un quart, un machin, il y a toujours un moment où on va s'appuyer sur le petit camembert qui dit qu'un quart, c'est un quart du gâteau. Voilà, c'est là où on est dans le concret. On peut travailler sur des choses d'abstrait, on peut travailler sur
sur des nombres infinis, on peut travailler sur des nombres négatifs. Et encore, je suis pas convaincu. Si je prends les cours de maths, c'est pas encore le cas. Mais n'empêche qu'on va quand même être obligé, au niveau des apprentissages, à t'appuyer sur quelque chose de très concret. Et voilà, si on fait les équations, ça va être 5 huitièmes. Donc, on va prendre un gâteau, on va le couper en 8 et on va visuellement observer les 5 cases. Et on va se dire, il en reste 3. Donc, ce qui fait que si on fait 1 moins 5 huitièmes, et ben, au final, il nous restera 3 huitièmes. Mais on reste quand même sur quelque chose de très concret. Plus tard, beaucoup plus tard, on pourra travailler sur beaucoup plus abstrait et on ne sera plus obligé de revenir à quelque chose du concret. C'est pour ça qu'on pourra avoir les grands concepts philosophiques qui arriveront beaucoup plus tard. Et Vallon, donc on arrive à cet âge-là. Alors lui, il le place entre 6 et 11 ans. Donc après, chez Freud, je vous rappelle le stade phallique et donc la résolution du complexe oedipien. Et avant, alors 11 ans, même si alors 11 ans, ça paraît un peu jeune, quand on réfléchit, le stade 6 pour lui, c'est le stade de la puberté. Donc en gros, on va considérer que c'est jusqu'à la puberté, voilà, qui pour certains arrive à 11 ans, mais pour d'autres arrive à 14. Où en fait on est dans un stade centrifuge, donc où en fait là encore on est tourné vers l'extérieur, où en fait l'enfant il va développer, il va être plus dans quelque chose d'intellectuel, voilà, le côté raisonnement, comprendre les choses, et beaucoup moins sur les choses affectives. Donc là on est vraiment quand on regarde un peu ces 3 théories. Alors je finis de dire pour Vallon. En fait, on passe d'une pensée précatégorielle à catégorielle. Ça va arriver à partir de 9 ans. C'est-à-dire qu'à 9 ans, on va être capable de catégoriser le monde qui est autour de soi. Donc là, voilà, c'est ce qui fait que là, on arrive un peu plus dans les âges que je cherche. Au début, on est au début. Et à partir de 9 ans, on a le stade catégoriel qui intervient irréellement. Voilà, en sachant que ça se met en place de 6 à 8 ans. Donc, si vous regardez bien ces trois théories, nos collégiens, ils interviennent dans ces âges-là, un peu où on est dans un monde où on se pose plus vraiment beaucoup de questions sur soi, on se pose beaucoup de questions sur les autres, entre 8 et la puberté. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que pour l'instant, c'est pas encore arrivé chez les CM1, CM2, parce que moi, à un moment, dans ma réflexion, quand j'ai vu la préadolescence arriver, ainsi de suite, au début, la préadolescence, c'était parce que moi, j'ai fait une recherche là-dessus pour quelqu'un qui faisait une recherche. C'était au tout début quand j'ai eu mon diplôme. Voilà, quelqu'un m'avait demandé de faire des entretiens auprès d'animateurs et donc voilà pour l'accueil des préadolescents. Et à l'époque, on disait que les préadolescents c'était les 13-15 ans. Vous voyez, comme quoi, moi, ce qui correspond un peu plus à ce que je pense. La préadolescence, 13-15 ans, ça me va à peu près parce qu'on est dans le début de puberté. Et maintenant, si vous parlez des préadolescents, on va vous dire c'est les 10-14. C'est-à-dire qu'on a beaucoup avancé. Et à un moment, dans ma réflexion, je m'étais dit, mais à quel âge, en fait, qu'est-ce qui, sur le plan théorique, pourrait dire quand va commencer réellement la préadolescence si on continue ainsi de suite. Et donc, moi, j'étais vraiment parti sur tout ce que je vous raconte là depuis. Et en clair, je me suis dit, la seule chose qui pourrait faire que, c'est les 8 ans. C'est l'âge de raison, c'est l'âge catégoriel, c'est l'âge de latence, qui fait que si on en arrive à ce moment-là, ça diminue tellement que la préadolescence, comme on l'entendait à l'époque, au début du 21e siècle, devrait commencer à 8 ans. Et pour moi, voilà, c'est un âge où en fait, ça correspond à une chose qui est arrivée à ces enfants pendant cette période-là, où pendant des années, on leur a pas posé de questions, ils ont vécu, ils ont profité, ils ont été insouciants, ils se sont amusés, ils ont joué, ils ont été des enfants. Ou à un moment, on a décidé qu'on allait leur demander quelque chose de plus et on a foutu un peu à la merde là-dedans. Voilà, tout ça pour vous expliquer sur le plan de la théorie où on en est. On va vous expliquer un peu mon vécu de l'histoire. C'est que j'arrête pas d'en parler avec pas mal de gens qui disent mais non, les préadolescents, ça existait beaucoup avant et ainsi de suite. Et en effet, avant le préadolescent, c'est ce que je vous expliquais, c'était le début de l'adolescence, qu'on appelait l'âge bête. C'est-à-dire après, voilà, dans la première année, deuxième année pubertaire, où l'enfant, du fait de l'évacuation des flots émotionnels qu'il peut avoir et du fait qu'il est incapable de gérer la situation, va commencer à être hyper, voilà, à crier beaucoup, à pleurer beaucoup, à passer du rire aux larmes, très hystérique, enfin pas très hystérique, très bipolaire dans sa façon d'être, en enlevant le côté psychopatho. Et oui, en effet, la préadolescence, si on l'entend sur ce terme-là, et si on arrivait à en arriver là, oui, en effet, la préadolescence a toujours existé.
La seule différence, c'est que maintenant, on parle de préadolescence et des enfants qui ne sont pas encore adolescents. J'ai fait mes études en 2000-2001, enfin, j'ai terminé mes études en 2000-2001 sur Paris, à Descartes. Et moi, à l'époque, je voulais pas. Mon objectif, j'étais quand même très, très dans la frustration de ne pas avoir réussi à faire ma thèse, voilà, avec Mati Kiva à Nanterre, hein, qui était parti à la retraite avant que j'ai pu revenir de mon service militaire. Mais bon, ça, c'est les aléas de la vie. Et ce qui fait que j'étais encore dans quelque chose où moi, je voulais être très dans la théorie. Je me suis dit, quitte à travailler, autant travailler dans l'industrie où on va pouvoir justement faire pas mal de recherches et avoir tout ce travail de recherche qui, moi, m'intéressait encore beaucoup à l'époque. Donc, je voulais faire un travail où je ne voulais pas chercher, je ne voulais pas travailler avec les enfants, je voulais travailler avec les gens qui travaillaient pour les enfants. Et donc, ça m'a amené, avec l'aide d'une prof, à avoir un stage dans une boîte de marketing, une grosse boîte de publicité, marketing publicité, même si moi j'étais rattaché au secteur recherche. Voilà, les recherches qu'on a pu faire cette année-là, c'est l'accueil des préados, ados. Alors c'est plutôt des adolescents. Non, c'était des adolescents. L'accueil des 13-20 ans pour une municipalité, donc réfléchir un peu à ce qu'on pouvait apporter, ce qu'il fallait mettre en place sur le plan psychologique. Voilà, moi j'avais la partie psychologique à mettre en place, d'autres choses, réfléchir un peu vite fait à l'aménagement de l'accueil des bébés dans les Center Park. Enfin, je sais plus si c'était Center Park. Donc un truc vraiment très lié, mais n'empêche que c'était pour une boîte de pub qui a l'habitude, je présume qu'elle n'a pas dû changer son système de trucs, hein, qui a l'habitude, en tout cas qui à l'époque l'avait, d'éditer tous les ans des gros bouquins, voilà, comme ça. Alors, on a 4 à imprimer, qu'elle vendait à plein de gens, aux entreprises. Des bouquins qui en fait disaient, si vous voulez faire de la pub pour certains enfants, à certains âges, bah voici ce qu'il faut faire. En gros, il y avait différents âges, on va dire les moins de 6 ans, les 6-9 ans, et il y avait les adolescents. Donc voilà, si vous voulez faire de la pub pour eux, voici ce qu'il faut faire. En gros, je me rappelle à l'époque, ça parlait des licences, hein, si vous voulez utiliser une licence, à l'époque c'était Pokémon d'un côté, et chez les ados c'était plus Zidane, le sport, parce qu'on sortait de 98, c'était de dire voilà, vous pouvez utiliser telle licence, tel truc, ça vous aidera à faire une pub qui fonctionne bien. Donc c'était lié sur des recherches qui avaient été faites pendant toute l'année, par rapport à des questionnaires qui avaient pu être en place, et qui faisaient qu'à la fin on arrivait à un gros bouquin pour ces âges-là, où ils expliquaient que voici ce qu'on peut, voici comment faire de la bonne pub, comment bien attacher l'attention des enfants. Alors, pour les moins de 6 ans, c'est pas l'enfant qu'on gère, c'est l'enfant, enfin, pour les moins de 3 ans, parce qu'il y avait les 0-3 ans. Les moins de 3 ans, c'est plutôt adressé aux parents. On commence vraiment à 3 ans à essayer de donner envie d'avoir telle poupée, tel machin à un enfant. Bref. Et il y avait une tranche d'âge qui n'existait pas dans ces trucs, une tranche d'âge où on ne vendait pas beaucoup, parce que justement, on était dans ces âges avec d'enfants qui étaient moins intéressés sur le plan eux-mêmes. C'était, en tout cas, de l'identité, et ainsi de suite. Parce que vous remarquerez, hein, si on choisit Zidane, c'est pas parce que Zidane est beau, enfin, ça c'est un point de vue, c'est surtout parce que Zidane, il représente une personnalité que les adolescents ont envie d'atteindre. Si on veut mettre en avant Pikachu, c'est parce que Pikachu mettait en avant des principes d'enfant qui grandit avec des animaux pour l'aider et qui va amener à ce qu'il devienne un grand vainqueur. Donc c'est vraiment une histoire de personnalité dans la publicité qu'on met en avant. Et il y avait cet âge-là qui n'existait pas. Et moi, j'étais un peu dans cette optique, dans cette gestion-là. Et d'un seul coup, moi, j'entendais, alors ça faisait un moment que la réflexion se mettait en place, c'était de dire, mais il y a un âge où on ne vend pas, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose pour vendre des choses à ces gens-là. Et on a commencé donc à mettre en place, à créer un âge de la préadolescence. Alors moi, j'étais avec quelqu'un, je ne vous donnerai pas son nom, parce que je ne me rappelle plus réellement, qui lui avait proposé un autre nom, hein, c'est pas préadolescent, c'était aussi à l'époque où la post-adolescence a commencé à germer. Lui, il avait trouvé quelque chose d'assez poétique, moi je trouvais que c'était beaucoup plus joli, c'était l'adolescence et l'adolescence. Voilà, c'est les termes qu'il lui voulait mettre en avant, il voulait absolument que ce soit ces termes-là qui gagnent, donc je trouvais que dans tous les interviews qu'il faisait à l'époque, tous les articles qu'il mettait en avant, c'était les termes qu'il voulait mettre en avant. C'est pas lui qui a gagné, on est resté très terre à terre avec préado et post-ado. Mais n'empêche que voilà, la préadolescence, c'est une création du marketing. En clair,
on est face à un âge d'enfants qui n'ont aucune demande sur le plan de la personnalité, un âge avec des enfants qui n'ont aucune envie de montrer quelque chose d'eux, qui ont juste envie d'apprendre ce que c'est le monde, et on va leur dire, à partir de maintenant, sache que tu as des envies, que tu as des besoins, et qu'il va falloir les assouvir pour acheter des marques, pour acheter des produits, en effet. Et si on prend un peu ces deux choses, et ben on s'aperçoit que l'adolescent, la préadolescence, ça n'est plus ni moins qu'une création du marketing. Si vous voulez, je pourrais faire toute l'évolution de la jeunesse, donc l'adolescence, comment elle s'est créée, la jeunesse, comment elle s'est créée aux États-Unis. Mais ça, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de mettre sur ces enfants-là, on leur a donné des besoins dont ils n'avaient pas besoin. Et c'est pour ça que maintenant, on arrive avec des enfants qui essayent de correspondre à une image qu'on leur donne, et qui maintenant, d'ailleurs, on leur donne tout le monde, hein, y compris les parents, parce que les parents sont tombés dedans, parce que les enfants leur ont demandé des choses, parce que par l'intermédiaire des copains et tout le reste. Et depuis, les parents sont tombés dedans, là c'est clair. Hein. Maintenant, ils ne peuvent pas faire autrement. On est arrivé donc à un moment où on a demandé à des enfants qui n'avaient aucune envie de développer leur personnalité, qui n'avaient aucun désir affectif, qui n'avaient pas tout ça, de se dire bah, à partir de maintenant, tu vas avoir des besoins qui vont développer ta personnalité. Et ce qui fait que depuis le début du siècle, on a affaire à des jeunes qui, sur le plan intellectuel, n'ont pas les capacités d'eux. Voilà. Je ne dis pas qu'ils sont cons, hein. Ils ont l'âge qu'ils ont, mais ils n'ont pas les capacités d'après. Bonjour Claire. N'ont pas les capacités d'après, parce qu'en fait, la puberté n'a pas fait son travail de développer les capacités cognitives qui vont leur permettre de travailler beaucoup plus dans quelque chose d'abstrait, d'hypothético-déductif. Mais on va leur demander d'avoir cette vision-là des choses. Et c'est ce qui fait que derrière, le comportement va être complètement bouleversé et va amener à ce que des enfants qui ont le même développement que nous, on a eu à notre époque, vont devoir faire des choses que nous, on ne nous demandait pas de faire. Et ce qui fait qu'ils vont arriver à avoir des comportements complètement hyper déviants. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'en gros, là, je vous ai fait l'histoire, je vous ai fait la théorie, je vous ai fait l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler juste après. Alors, j'ai le temps de voir si vous avez des questions pour la suite. C'est que maintenant, on va réfléchir à la notion, parce que là, comme on est sur un développement de la personnalité et tout le reste, automatiquement, on va devoir réfléchir sur le développement social, ce que ça va impliquer. Parce qu'en gros, c'est le développement social de l'enfant qui va être qui va être malmené et qui va donc à un moment créer des problèmes. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai raconté là pour le moment sur ces notions de tout ça, voilà, de la base? Est-ce que d'ailleurs vous aviez conscience que c'était la pub qui avait créé le marketing qui avait créé la préadolescence? On vous le dira pas clairement, mais c'est clairement ça. Clairement ça. Non? N'hésitez pas à poser des questions. Il vous reste encore 15 secondes. Et là, on va partir sur la problématique de base, qui est donc, on a cet âge-là avec des capacités intellectuelles, cognitives, sociales, voilà, tout ce qui fait le développement de l'enfant, qui n'ont pas changé depuis des siècles, en tout cas qui n'ont pas changé depuis le siècle dernier, avec une demande nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander à ces enfants d'être des bons préadolescents. Ou en tout cas, c'est tout à fait ça ce que je veux dire. C'est qu'on va voir dans ces enfants des comportements d'adolescents. Voilà, c'est là où est la problématique. En sachant que si vous voulez voir quelque chose, si vous voulez trouver quelque chose chez quelqu'un, vous allez toujours repérer une chose qui va montrer, vous allez toujours repérer quelque chose qui va montrer qu'en effet c'est vrai, que ça existe. Je m'explique. Ah, bah ça va arriver après. On leur dit pas, là, parce que justement, avec Claire, ça arrivera après. Parce qu'en gros, moi, ce que je voudrais qu'on leur dise, c'est pas forcément, voilà. Les ados, je reprends les Claires, hein, l'adolescence après la puberté. 13, 14 ans, voilà. Préadolescence, le début de la, voilà, comme on dirait tout à l'heure chez Vallon, 6, 11 ans, mais le 6 à 9 ans, on est dans le pré-catégoriel.
et on arrive au catégoriel. Moi, je dirais que l'adolescence commence après la puberté, avec une préadolescence qui va à partir, voilà, quand l'enfant il arrive en seconde, souvent c'est ça, quand il arrive au lycée, à vraiment être dans l'adolescence pure et dure. Donc, avant, pour moi, on ne parle pas d'adolescence. Donc, on a ces enfants et on va leur demander des choses. Et la plupart du temps, on va leur demander, alors comme on est dans le cadre du marketing, il faut un peu analyser à comment fonctionne une pub et à quoi ça sert. Quand on est dans une pub, quand on est dans une publicité, il n'y a pas un seul message de la pub, pour enfants en tout cas, je vous invite à réfléchir, qui ne signifie pas que si vous n'achetez pas le produit, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans le mouvement. Voilà, vous ne faites pas ce qu'il faut. Quand on fait de la pub pour les moins de 3 ans, si vous n'achetez pas les petits gervais aux fruits, pour les moins de 6 ans par exemple, vous n'êtes des mauvais parents. Vous n'êtes pas des bons parents parce que, à cause de vous, vos enfants auront des os fragiles. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Regardez un peu toutes les pubs pour enfants. Il y a toujours ce message subliminal derrière qui est de dire si vous n'achetez pas le produit, vous allez en faire vous serez des mauvais parents parce que vous en aurez des enfants qui soit auront les os fragiles, soit et ainsi de suite. Prenons la pub pour les jouets. Ouais, complètement. Complètement. Cazoule. Complètement, voilà. Pour moi, ce ne sont pas des ados et c'est important de ne pas le savoir. Là, je vous explique pourquoi. Donc voilà, il n'y a pas un moment de la publicité qui ne vous dit pas que ces enfants sont… voilà. Par exemple, prenons les pubs pour les jouets, on pourrait se dire, ouais, mais là, il n'y a pas machin. Si, parce que quand on voit le sourire qu'ont les enfants dans cette pub, si vous n'achetez pas ce jouet-là à votre enfant, vous ne ferez pas un enfant aussi heureux que celui de la pub. Donc il y a toujours ce mouvement dans la publicité qui est de culpabilité, y compris quand on fait de la pub pour adultes, hein, qui est de dire voilà, achetez nos trucs de régime parce que vous aurez une image. Moi je supporte plus ça. Les trucs de régime, je veux bien que le fait d'avoir un peu d'obésité, c'est pas bon pour la santé, et que en effet moi de mon côté je suis pas forcément dans la catégorie la plus préparée. Par rapport à avoir une vie longue et puis surtout par rapport à ce coronavirus où on est peut-être un peu aidé, mais n'empêche qu'on a quand même la possibilité de décider ce qu'on fait, de savoir si on veut fumer et avoir un cancer dans 20 ans, de savoir si on est gros et ainsi de suite, pour que derrière on nous explique pas que c'est bien de maigrir parce que c'est comme ça qu'il faut être. Même si depuis la publicité a un peu changé et ils en sont arrivés à des choses en disant si la personne n'est pas bien avec son corps et ainsi de suite, c'est bien, donc ce qui fait que ça peut l'aider. Donc ils ont un peu mis les holas en expliquant que c'était réellement lié, parce que s'il y a bien des gens qui ont du mal avec leur poids et qu'ils ont raison, eux, peut-être de vouloir travailler les choses, mais ça met pas tout le monde dans le même cas. Et d'ailleurs, je suis tellement… Voilà. Et donc, ce qui fait que la pub est partie là-dessus. Et donc, on en arrivait à ce que ces enfants, on se dise, donc voilà, parce qu'on les a vus à la pub, alors aussi un autre système, voilà, je suis un peu confus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Faut savoir que dans une pub, pour s'adresser à un enfant, on va toujours utiliser l'âge du dessus. Si vous faites une pub pour les 0-3 ans, vous allez prendre des enfants de 3 ans, 3-6 ans. Si vous voulez faire des pubs de 3-6 ans, vous allez prendre des enfants qui ont plus de 6 ans. Vous prenez toujours dans la publicité l'âge du dessus pour que l'enfant se projette dans ce qu'il va être à l'avenir et dans ce qu'il est. Ce qui veut dire que quand on arrive avec les préadolescents, eh ben on va utiliser dans la publicité des adolescents qui vont représenter ce qu'ils vont devenir. Et donc automatiquement, dans la publicité adressée aux préadolescents, vous n'avez affaire qu'à des images d'adolescents. Ce qui fait que c'est là où est l'amalgame. C'est là où est l'amalgame entre les gens qui disent oui, mais quand on réfléchit bien, l'image qui me renvoie, c'est une image de ce qui ne correspond pas encore à ce que je suis, mais voilà, de ce que je dois être. En sachant que les pubs pour les adolescents, c'est des jeunes adultes qui font le boulot et qui, voilà. Et ce qui fait qu'on en est arrivé justement au début, là, dans les 10 premières années, entre 2000 et 2010, à ce que moi j'entends énormément les parents dire exactement ce que j'entends. Moi, il fait déjà sa crise d'adolescence, il est déjà en train voilà, il fait sa crise d'adolescence, en sachant qu'il faut vraiment réfléchir à ce que c'est qu'une crise d'adolescence. Pour s'apercevoir qu'on peut pas la faire quand on n'est pas équipé sur le plan neuronal là-dessus. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est pas forcément que l'enfant il fait une crise d'adolescence, c'est que comme vous êtes programmé à vous dire qu'à cet âge-là, ils sont un peu des adolescents, vous allez repérer dans leur comportement, c'est comme ça que ça fonctionne, tous les comportements qui font. Parce qu'en fait, c'est ce qu'attend le parent. Un parent, depuis que l'enfant est tout petit, il cherche dans le comportement de son enfant des choses qui montrent qu'il est bien à au bon moment.
euh, on va attendre que l'enfant il marche voilà, entre le 10 et le 12e mois, on va être attentif. Et quand on va voir que l'enfant il essaie de marcher, on va essayer de valoriser tout ça. Alors que si on ne le calculait pas du tout, il marcherait d'ailleurs peut-être déjà plus vite, voilà, parce qu'on le stresserait moins avec ça. Mais on va être attentif. Au fur et à mesure des âges, on va essayer de vérifier quand il va apprendre à lire en CP, on va être attentif à ce qu'il soit capable de lire avant le décembre, parce que c'est comme ça que c'est prévu, alors qu'en fait, il y a des enfants qui peuvent apprendre à lire au mois de mai, et c'est pas grave, et c'est très bien, parce qu'ils auront rattrapé leur retard et qu'ils arriveront en CE1, voire même en début de CE1, ça arrive qu'il y ait des enfants qui commencent à apprendre à lire en début de CE1, et c'est pas une problématique en soi, parce qu'en gros, il va rattraper le retard voilà, il a fini l'apprentissage de la lecture, et tout le travail pourra se faire, ainsi de suite. Là, on est vraiment dans le cas où, quand vous êtes dans ce cadre-là, si on vous met dans la tête que ce sont des jeunes adolescents, des préadolescents, et ben vous allez repérer que ces comportements-là. Des comportements qui, analysés autrement, vont pas du tout être analysés comme des comportements d'adolescents. Par exemple, prenons le cas des enfants qui font leur crise parce que vous voulez pas qu'ils jouent à la console et ainsi de suite. Si vous mettez sur le terme d'un enfant de 6 ans, vous allez dire « Oh, mais là, non, t'exagères, c'est parce que là, tu commences à être un peu addict à la chose. » En clair, on va mettre en avant le fait que c'est des enfants qui vont se monopoliser sur l'attention sur un seul type de jeu et qui donc derrière vont moins développer d'autres choses. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends les parents qui se plaignent des jeux vidéo à cet âge-là, ils vont plutôt dire « Oui, mais il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, il faut qu'il fasse d'autres choses, il faut qu'il participe à la vie de la maison, il faut qu'il joue avec ses frères et sœurs, il faut qu'il aille jouer avec les copains, voilà tout ça. » Que si on le prend chez le terme de l'adolescent, là, on va plus avoir une vision des choses comme étant il s'enferme, il se désocialise, voilà, quelque chose de beaucoup plus concret. Quand on arrive à cet âge-là, on va automatiquement mal interpréter le comportement de l'enfant. Là, à 12 ans, quand on joue, on est toujours dans un comportement d'enfant qui va limiter ses capacités de jeu. On n'est pas dans un enfant qui se désocialise, qui ainsi de suite et qui quoi qu'est-ce. Pas du tout. On n'est pas dans un... Et ce qui fait que derrière, en mal interprétant le comportement de l'enfant, on va automatiquement l'amener à ce qui... on va automatiquement l'amener à ce que nous, derrière, on va valoriser ces comportements-là. Parce que c'est là où est c'est là où un peu le plan vicieux. C'est que si vous mettez chez votre enfant, vous mettez en avant des comportements particuliers, ben c'est ceux que vous allez valoriser le plus. J'ai expliqué quand on faisait l'histoire de la sanction, de la punition. Si vous êtes toujours à reprocher ce qui est négatif à votre enfant, c'est ce que vous allez valoriser chez l'enfant. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire que c'est bien, mais vous allez mettre en avant en disant, voilà, c'est ça qu'il faut que tu développes parce que c'est ce que je repère le plus. Alors que si vous ne voyez que les choses positives, c'est ça que vous allez mettre en avant. Donc là, on est vraiment dans un comportement, on va avoir une mauvaise interprétation des choses, et ce qui fait que l'enfant, lui, va se dire, bah écoute, c'est ce qu'elle me demande, hein. Et ce qui fait qu'un peu inconsciemment, derrière, bah, les enfants, ils vont continuer à s'énerver, ainsi de suite, en étant toujours un peu influencés par l'extérieur, et qui, à la fin, vont leur faire dire aussi, bah moi, je suis un ado, j'ai le droit de sortir, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le plan purement de l'interprétation. Bonjour Jérémy. Mais on est complètement d'accord. Là, je vous expliquais, l'adolescence n'existe pas en soi parce qu'en gros, mais ça, ce serait tout un truc sur la jeunesse, hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que ce sont des âges qui n'existent pas. La jeunesse, l'adolescence, alors quand on dit l'adolescence, elle existe dans le sens, si on la prend purement dans le côté de la puberté. Voilà. Mais quand on parle d'adolescence, on parle plutôt de la jeunesse, c'est-à-dire d'un âge où on va, après la puberté, réfléchir un peu à ce qu'on va faire de sa vie. Et ça, c'est vraiment ce qui a été mis en avant après-guerre aux États-Unis avec la création de la jeunesse. Et ce qui fait que la jeunesse en soi, avant la guerre, n'existait pas. Après la guerre, bonjour Nils, après la guerre, ça a commencé à se mettre en place. Et c'est ce que je vous expliquais donc avec la préadolescence. Avant, au XXe siècle, ça n'existait pas dans le sens où elle est actuellement. À partir du XXIe siècle, elle s'est mise en place dans cet ordre-là, parce qu'on l'a créée. C'est qu'une création des choses. Voilà. On crée, là, on est clairement dans une idée des choses, ça se crée. Alors, des cultures, ouais, dans les cultures indiennes, on arrive à maturité. Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. On n'arrive pas à maturité plus vite. C'est que on valorise la maturité beaucoup plus vite. Voilà. On est considéré comme plus mature plus tôt. C'est-à-dire que sur le plan des capacités, moi, je regardais un peu, c'était dans quel cadre? Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était une grande ethnologue qui faisait toute une analyse et qui expliquait que alors c'est vrai que l'être humain, c'est la personne qui a
c'est la personne qui a le développement, en tout cas la maturité de vivre seul la plus tardive. Hein. On n'est pas comme certains animaux qui, dès la première heure, sont capables de vivre tout seul. Nous, on est à peu près autour de la 8e année. Voilà. Mais en théorie, dans l'être humain, voilà, si on prend l'humain en cas, et donc ça correspond à toutes les cultures, l'être humain est capable de vivre seul et de subvenir à ses propres besoins dans des conditions, alors pas où il y a besoin d'argent dans les trucs, mais voilà, dans les besoins de base, à 8 ans. Voilà. Donc on revient toujours à nos propos, toujours au côté, on est arrivé au stade concret, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, là on est dans des cadres où justement vous ne verrez jamais de problématique de préadolescence dans une société où il n'y a pas de publicité, où il n'y a pas de marketing, où il n'y a pas de demande particulière, où on va faire passer le fameux stade, hein, c'est les fameux trucs qui fait que pour certains, et on le voit encore dans nos cultures actuelles, hein, ce passage à l'adolescence est très marqué par des rituels. Et donc, alors, dans les cultures de ce type-là, les rituels sont encore très mis en avant. Chez nous, on voit les vieux relents par rapport à tout ce qui est religieux. C'est-à-dire que la grande communion, c'est le moment où justement, avant, on passait de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Je présume que la bar mitzvah, qui est à peu près dans le même cadre, sont aussi des rites de passage. Je dis peut-être une bêtise, moi je sais c'est ça, c'est la bar mitzvah. Et puis voilà, et on m'avait expliqué, alors j'ai oublié le nom, mais que dans la religion musulmane, il y avait aussi ce genre de rituel qui se mettait en avant à un moment, qui était d'ailleurs celui où l'enfant devait décider, si j'ai bien compris, devait décider de savoir s'il voulait rentrer dans la religion musulmane ou si, voilà, c'était le moment où on commençait. Tout ça pour vous revenir parce que je voudrais revenir à la problématique du harcèlement dont j'ai entendu au départ. Maintenant qu'on a tout ça, voilà, un peu tout ça, n'hésitez pas à parler. Hein. Moi, on est à un moment un peu où je vais arriver à la dernière intervention. Quand on arrive à tout ça, on arrive à un moment où ces enfants, donc, ont des capacités sociales, cognitives, psychosexuelles, voilà, vous les mettez tous, qui sont un peu très peu tournés vers eux, mais très, très tournés vers l'extérieur. Et on va les mettre face à une demande de la part de la société qui est de dire, bah, il faudrait quand même que tu t'occupes un peu de toi. Je pense même que la volonté d'obliger les enfants à décider de leur avenir professionnel dès la 3e, et je me demande d'ailleurs si c'est pas beaucoup plus tôt, répond aussi à cette chose-là, de se dire, voilà, il faut quand même qu'à cet âge-là, tu sois terminé. Alors qu'en fait, on n'est pas d'accord. À partir de la 3e, c'est là où on commence à se créer. Donc, on est dans cette optique-là où on va mettre des enfants qui, en fait, n'ont aucune problématique, qui ne se posent pas la question sur eux, où on va leur dire, bah si, il faut quand même que tu t'occupes de toi. Il faut quand même que tu réfléchisses à toi. Et à ce moment-là, on va mettre en avant ce qu'on appelle les phénomènes de groupe. C'est-à-dire que pour se développer, et on pourra justement, alors je prenais la théorie de l'étayage de Brunner, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, hein, peut-être qu'un étudiant pourra me dire que je dis une bêtise. Où on va, à chaque fois qu'on va essayer de se développer, il y a Piaget qui l'expliquait par l'apprentissage conjoint pour passer un stade, on va utiliser les autres pour grandir. Et donc, ce qui fait que quand on est dans cette chose-là, on va confronter à des enfants qui n'avaient pas de demande, qui n'ont pas de besoin de ce type-là, à une demande, à un besoin particulier pour lesquels ils ne sont pas prêts, eh ben, ils vont mettre en place un phénomène de relation groupe qui va expliquer beaucoup de comportements qu'on voit actuellement chez les adolescents et qui, pour moi, sont la problématique importante. Si on considère le groupe avant et après la puberté, il faut considérer que avant la puberté, enfin en tout cas avant l'adolescence, voilà, c'est-à-dire un an ou deux après le début de la puberté, avant, le groupe est considéré comme quelque chose de... Il n'y en a qu'un. Voilà, je fais partie d'un groupe. En clair, au collège, je fais partie des collégiens. Après, on est capable de se dire, après l'adolescence, de se dire, je fais partie d'un groupe et on est capable de le réduire. On ne va pas se dire, je fais partie des lycéens, même si on est capable de le dire, mais on va être capable aussi de se dire, oui, mais parmi les lycéens, je fais partie du groupe des sportifs, je fais aussi partie du groupe des chanteurs, je fais aussi partie des groupes des geeks, je fais aussi partie du groupe des
des gothiques, enfin voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Et même si encore au lycée, on a une notion très forte peut-être de hiérarchie en disant tel groupe est meilleur que d'autres, on est quand même capable de se dire, c'est pas parce que je ne corresponds pas à l'autre groupe que ça veut dire que je suis nul. Ça veut dire, voilà, c'est pas mon groupe. Je suis un geek, je suis pas un sportif, mais je suis très bien comme geek et que je l'accepte et c'est très très bien. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, on va plus se poser la question de savoir dans quel groupe on est. Ça se manifeste aussi beaucoup à l'adolescence par des changements de groupe. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont beaucoup tester, qui vont commencer par faire partie des groupes des geeks. Non, alors des geeks, pas forcément, mais voilà, ils vont faire partie des gothiques parce qu'ils trouvent que ça correspond bien à leur côté sombre et ainsi de suite. Puis qu'à un moment, ils vont découvrir qu'ils ne correspondent pas au groupe, ils vont changer de groupe. Et donc, ils vont faire des essais pour essayer de trouver leur personnalité. Parce que je vous rappelle, l'adolescence, on est revenu dans un truc centripète. On réfléchit à sa personnalité, on essaie de se créer. Et là, ça se met en place. Donc là, à cet âge-là, on est capable de scinder des groupes et de se dire, voilà, quand je suis au lycée, bon, moi je fais partie des geeks, je fais pas partie des déconneurs, je fais pas partie de ci, et c'est pas grave, et ainsi de suite, et ça me va très bien. Au collège, les capacités intellectuelles ne permettent pas de faire ça. On peut être capable de dire je suis un geek, je suis ainsi de suite, mais pour l'identification au groupe, on restera toujours que je fais partie du groupe collège. Ce qui veut dire que dans l'esprit des enfants, c'est le groupe collège qui est important et c'est pas ce que je suis moi à l'intérieur. Si on prend les notions de relation, alors là je vous invite à regarder à lire les livres dont j'aurais peut-être dû chercher les théories avant, enfin les auteurs avant, je suis désolé, qui parlent justement de la relation de groupe. Il y a plusieurs schémas qui se mettent en avant, plusieurs concepts qui se mettent en avant par rapport au groupe, qui fait que quand un membre du groupe est atteint, c'est tout le groupe qui est atteint. Donc si j'attaque un membre du groupe, tout le groupe va être atteint. Une autre règle qui dit que dans un groupe, c'est le maillon le plus... Alors, il y a deux possibilités. C'est le maillon le plus général ou c'est le maillon le plus faible, en tout cas, qui va représenter le niveau du groupe qu'on désire atteindre. En clair, voilà, je fais partie des geeks. Le niveau de plus faible, ça va être, ça va pas, voilà, on va pas dire que c'est dans ce groupe-là, on va pas dire celui qui est le plus faible, c'est le plus nul. On va dire celui-là, c'est le niveau de base. C'est-à-dire pour entrer dans mon groupe, il faut que tu aies ce niveau-là. Et après, ça va permettre, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs, que dans le groupe derrière, tous ceux qui vont être au-dessus vont être valorisés, d'être meilleurs, pour être valorisés, d'être meilleurs que le niveau de base. Voilà, une spécialité de ci, ça. Là, on est encore dans des problématiques. Enfin, là, l'adolescence est capable de réfléchir. Donc là, on est dans ce concept-là. Si j'atteins un groupe, c'est tout le groupe qui atteint. Le niveau du groupe, c'est le niveau inférieur du groupe. En tout cas, c'est le niveau le plus général du groupe. Et ce qui fait qu'à partir de là, quand on réfléchit qu'au collège, c'est tout le groupe, c'est-à-dire qu'on ne considère qu'un seul groupe, on ne considère pas le groupe. Eh ben on va s'apercevoir que, contrairement à notre époque où être bon élève, c'était quelque chose qui était assez valorisé, parce qu'on était dans quelque chose de la recherche, de l'intellect, voilà, on n'était pas dans quelque chose d'affectif, on était plus dans quelque chose de l'intellect. Même si à notre époque, ça va être valorisé, comme aujourd'hui, on leur demande d'être plus dans l'affectif, là, le cognitif ne va pas être valorisé. Ce qui fait que vous êtes actuellement dans des situations où être premier de classe n'a rien de valorisant dans un collège. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne veut pas être premier de classe, ça veut juste dire que si vous êtes un peu fragile sur le plan de l'identité, sur le plan de voilà, l'estime de soi, automatiquement, faire partie du groupe des plus intelligents, ça vous met dans... Excusez-moi, il y a le chat qui est en train de s'énerver, ça va. Il joue avec ses jouets. Ça le met dans la position de devoir être confronté à une image pas valorisée dans le groupe, et ce qui fait que ça devient difficile pour eux. C'est pour ça que certains enfants un peu fragiles qui ont des capacités, hein, les fameux ils ont des capacités, vont pas trop travailler pour pas trop se mettre à l'écart du groupe qui est demandé. Et donc là, le niveau global, le niveau du collège a basculé d'un plan qui, en théorie, correspond à cet âge-là, d'un plan purement cognitif, purement extérieur, centrifuge, voilà, vous les prenez comme vous le voulez,
à quelque chose où on leur a demandé de réfléchir et de se mettre plus dans quelque chose de l'affectif, du centripète. Et ce qui fait que maintenant, ce qui va être valorisé dans le collège, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à la personnalité. Et comme je vous ai expliqué que la notion du groupe, la personnalité, ainsi de suite, eh ben, on va prendre ceux qui correspondent à ce qu'on appelle les gens les plus cool du moment. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui vont réussir scolairement, c'est pas ceux qui vont, je sais pas moi, qui sportivement vont se mettre en avant. C'est ceux qui, sur le plan de la personnalité, vont être euh, les plus, enfin, vont mettre en avant leur personnalité le plus. Et c'est pour ça que maintenant on s'aperçoit qu'au collège, les gens qui sont valorisés sont ceux qu'on remarque le plus en cours. Et en cours, qu'est-ce qu'on remarque le plus? Ceux qui font du bruit, ceux qui rentrent en confrontation avec les professeurs, ceux qui vont se montrer le plus cool, ceux qui vont être les meneurs d'hommes et ainsi de suite. Et ce qui fait que on arrive à ce moment-là, dans cette population, à ce que ce qui va être valorisé, ça va être cela. Et ce qui fait que actuellement, la problématique, c'est que c'est des enfants qui, dans leur cadre du collège, vivent très mal le collège parce que justement, ce que l'institution demande, c'est-à-dire quelque chose des capacités intellectuelles, c'est pas ce que le groupe leur demande, qui est des capacités de la personnalité chez des enfants, je le rappelle, qui n'ont pas les compétences, les capacités cognitives, en tout cas le cerveau, qui leur permettent de répondre à cette demande. Ça, je suis d'accord. Alors, Graeff qui dit que le fonctionnement du collège a aussi pour but de recréer notre société pour commencer à les former comme citoyens. Mais le collège a cette vocation à les former de la sixième jusqu'à la troisième. L'objectif étant qu'à la troisième, ils soient formés pour arriver au lycée où là, ils vont devoir pleinement se mettre en avant dans un stade de citoyen avec un terme citoyen qui, sur le plan intellectuel, va être sur le plan cognitif, sur le plan des capacités, être pleinement compris par l'enfant. Sur le plan des histoires concrètes, parler de citoyenneté à quelqu'un de concret, enfin à des enfants pendant le stade des opérations concrètes, pour lui, ça va juste être, je sais pas, moi actuellement, ça va être se confiner, pas sortir de chez soi. C'est ça, être citoyen. Ça va être bien trier ses déchets. Ça va être quelque chose de très concret. On va pas être dans des choses très abstraites, du biais de la citoyenneté, des choses très abstraites qui correspondent à ce que nous on est capable de comprendre, même sans et pas forcément en étant capable d'ailleurs de l'expliquer. À cet âge-là, ils sont pas d'accord. Donc moi, je suis d'accord. Le collège, c'est prévu là-dessus. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui en théorie se crée petit à petit pendant ces 4 années où moi, j'étais très gamin, d'ailleurs, on était mis dans une cour à part, les sixièmes. Les cinquièmes aussi, d'ailleurs, étaient mis dans une autre cour à part et seulement on regroupait les quatrièmes, troisièmes. C'est peut-être une chance que moi j'ai eue. Et en fait, on s'apercevait que les jeux, comme nous on a fait en sixième, étaient quand même très des jeux de primaire, et ça n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que nous, on jouait à la délivrance, quoi. Hein. On jouait au prix-prix. Hein. Ça nous empêchait pas que les copains, les machins, ils se draguaient et tout le reste. On commençait à être dans ce genre de choses-là. Il n'empêche que les jeux étaient quand même très enfantins. En cinquième, on a commencé, et j'ai une expérience assez particulière, où en cinquième, là, on commençait un peu à réfléchir un peu à d'autres choses, à se situer par rapport à ce qu'on allait faire les années suivantes et ainsi de suite. Donc en gros, oui, on est d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Le seul problème de maintenant, c'est que dès la sixième, les sixièmes sont mis dans cette situation de devoir correspondre à ce que les troisièmes, en théorie, devraient être capables de faire dès le départ. Alors que autant en troisième, la puberté a démarré et leur cerveau est à peu près capable de comprendre, autant en sixième, si la puberté n'est pas passée, le cerveau n'est pas capable de le comprendre. C'est pour ça que la difficulté là, elle est vraiment liée à ce souci des choses. Moi, il y a un reportage. Alors, je lis. Le sixième reste quand même. Exactement. Mais ça, c'est la gestion de la vie scolaire. Mais si tu regardes sur le plan, on est bien d'accord. Le sixième, il est très ancré. Alors, je lis juste parce que le chat va disparaître à un moment. Donc, le sixième reste quand même très ancré dans le primaire, aussi bien que dans les programmes que sur la gestion de la vie scolaire, parce que ce que demande l'institution, c'est réellement ce que l'enfant de sixième doit lui demander. Ça n'empêche que le groupe des pairs, PAIR, S, ne demande pas du tout ça à l'enfant. Et ça le met en porte-à-faux. Ça le met en porte-à-faux. Ce qui fait que là,
Cette création de la préadolescence, que moi je vais toujours garder comme étant le terme des collégiens, ça nous met face à des situations, moi où je reçois des enfants, où on va arriver à ce que la notion de groupe, enfin d'appartenance au groupe, des notions de, de, d'allégeance au groupe, des notions d'obéir au leader et ainsi de suite, va être très mis en avant. Et ça, on le remarque énormément dans le cadre des harcèlements scolaires qui sont très, 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 très présents dans le cadre des collèges. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants qui, même si pour certains, ça a même commencé dès la primaire, mais la plupart du temps, le harcèlement scolaire chez les enfants que moi j'ai pu après avoir par la suite commence, voilà, démarre réellement euh, vers la sixième, cinquième, CM2 pour certains, mais ça commence réellement à ces âges-là, quoi. Parce que c'est des enfants qui se mettent dans un moule où ils se disent il faut qu'on réponde à cette demande-là, il faut être cool, encore c'est ça, hein, il faut être cool, et pour être cool, il faut répondre au chef qui lui est très cool, et il y a aussi cette notion-là, c'est que pour, euh, pour se former un groupe, c'est toujours bien quand on a un ennemi commun. Voilà. On est encore trop jeune pour se dire qu'on est capable de lutter contre les profs, même si on va être un peu, voilà, à leur répondre et ainsi de suite. On va quand même pas se dire on va pouvoir y aller à 100% vers eux. En gros, on n'a pas forcément la force pour répondre à ce que eux nous demandent. Donc, on va s'en trouver un petit là quelque part qui va correspondre à celui qui va nous permettre de nous réunir tous ensemble. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que le collégien, ils sont pas en forme actuellement. Et que il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je pense que vraiment, cet âge-là, actuellement, entre 2000 et 2010, c'était encore un âge un peu flou. Je pense que maintenant, c'est pour ça que moi, j'ai bien compris que je pouvais plus lutter contre ce terme. Euh, je pense que là, depuis quelques années, on est vraiment arrivé à quelque chose de beaucoup plus fun essentiellement, parce que qui dit smartphone dit réseaux sociaux et tout le reste. Automatiquement, comme maintenant le premier smartphone en moyenne est souvent donné en sixième, voilà, ça va de pair avec tout ça. Ouais, alors ça, Graloff, c'est ce qui est dans le texte. Euh, Parce que malheureusement, euh, on est bien d'accord, hein, c'est la sixième qui doit rajouter la notion de note. Ça, on est d'accord. Dans les faits, je te mets au défi de trouver un parent, un élève de primaire qui ne connaît pas déjà ce que c'est que la notion de note, de bon, mauvais, mauvais élève et ainsi de suite. C'est-à-dire que la notion de note, elle est déjà très ancrée depuis très très tôt. Et j'en ai pour exemple que même si vous utilisez les couleurs, alors moi je l'ai eu en concret, hein, même si vous utilisez les couleurs, la feu vert, feu jaune, feu rouge, non acquis, en cours d'acquisition acquis, on s'aperçoit que du côté des parents, du côté des enfants, moi j'entends souvent la question de se dire oui mais un verre ça vaut quelle note? C'est 15 ou c'est 20? Et ça je vous parle d'enfants de primaire. Et même en maternelle ça peut commencer avec des parents qui vont se poser la question en disant oui mais là en gros il a quand même des rouges, ce qui fait que, voilà, sans être capable de comprendre que le rouge ça veut juste dire que voilà, si vous vous évaluez en non acquis acquis, c'est un peu comme ça. Si vous prenez le premier cycle, liste avec les non acquis en cours d'acquisition acquis, et un professeur, quand il va faire son cours, il va se dire l'objectif pour nous, c'est qu'à la fin du cycle, donc pas la petite section, pas la moyenne section, pas la grande section, pas le CP, parce que le CP fait partie de ce. En tout cas, c'est moyenne, grande et CP. À la fin du CP, ce qu'on veut, c'est que tout soit en vert. Et il y a des parents qui, dès la petite section, quand ils verront des rouges, vont se dire ah mais c'est que l'enfant il n'est pas doué. Alors c'est peut-être juste que sur le plan des capacités, c'est pas encore acquis, c'est juste ça. Et ça va même plus loin. C'est que moi j'ai même vu des professeurs à qui on a demandé, donc voilà, qui étaient sûrement sur la notation au départ, et qui d'un seul coup, alors ils ont dit bon on va passer au feu vert, feu rouge machin, avec des enfants qui en premier cycle avaient, j'ai vu le bulletin là, j'ai même posé la question à l'enfant, est capable de, genre, je ne sais pas, je vous donne un truc au hasard, mais je ne sais plus exactement ce que ça correspondrait, est capable de compter jusqu'à 10, ou est capable de compter à rebours de, voilà, je ne sais plus exactement ce que c'était. Il avait un beau feu vert, donc acquis. Premier trimestre, acquis. On regarde le second trimestre, et là, on s'aperçoit qu'il a un beau feu rouge. Et là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas.
Parce que sur le plan intellectuel, quand on a acquis quelque chose, on l'a acquis. La seule chose qui pourrait faire qu'on l'a perdu, et c'est la question que je posais, je dis, mais tu as eu un accident, tu as eu un coup à la tête, tu as eu quelque chose qui fait qu'il y a des capacités intellectuelles qui ont disparu. Et l'enfant, bien sûr que non. Et ce qui fait qu'en fait, là, quand on réfléchit avec l'enfant, c'est juste dire, bah non, mais j'ai pas voulu faire le devoir, donc elle m'a mis un rouge. C'est-à-dire que même dans ce cadre-là, où on devrait être dans le côté, il est acquis, on va lui dire, ah bah oui, mais là, il ne me l'a pas montré, donc ça veut dire que c'est pas acquis. Donc il y a même des professeurs qui sont encore de cette optique de mettre une notation en disant, bah là, il a pas fait son devoir, il a 0, il a rouge. Donc les notations, elles sont là depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais la stigmatisation des intellos, elle n'est pas liée aux notes, hein. Elle n'est pas liée à la partition des notes, elle est liée au fait, la stigmatisation des intellos en sixième, elle n'est pas liée au fait que les notes arrivent à ce moment-là, elle est liée au fait que on demande à ces enfants de sixième de se placer sur un plan, et c'est ce que je répète, hein, de se placer plus sur un plan social que sur un plan cognitif, alors que c'est des enfants qui sont purement dans le cognitif à cet âge-là. Non, mais moi, je suis contre les notes, hein. Moi, si un jour, de toute façon, à chaque fois que j'ai entendu parler l'abolition des notes jusqu'en CM2, moi, je suis pour l'abolition, qu'on ne donne plus aucune note nulle part, hein. C'est-à-dire qu'on aide l'enfant à apprendre ces choses, qu'on ne le mette pas sur un plan de notation. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que les notes n'ont pas quelque chose d'important. À la limite, qu'on commence à un peu développer ça pour qu'il soit mais en colère. On devrait commencer à le développer en sixième. Ça sert à rien de le faire ça sert à rien de le faire en CM2 pour dire qu'en sixième il soit prêt. C'est plutôt en sixième qu'il faut le mettre en place. Donc on est bien d'accord. Alors là, je vois pas de point d'interrogation, Kazoul, donc je me dis que non. Alors Agnès, pour répondre à ta question, je vais lire un peu ce que tu dis. J'ai l'impression que les adolescents appartenant à une famille en difficulté, parents handicapés, est-ce que tu mets, alors je voudrais juste savoir, est-ce que tu mets dedans, parce que pour nous, quand on dit famille en difficulté, on est vraiment sur le plan socio-économique, ne montre pas de cassure si importante. Est-ce que c'est saute cette étape de l'adolescence? Pour préciser les choses, je pense que euh, les enfants de parents qui qui n'ont pas de problématique d'estime de soi, comment je peux les dire. Pour moi, les parents qui n'ont pas de problématique à se dire est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ce que je mets en avant est très bien, voilà. Eux, les enfants passeront à côté. On a vraiment plus une problématique des parents qui doutent d'eux-mêmes et qui vont aller chercher ailleurs, à droite, à gauche, comment faire pour que ça se passe bien. Voilà. Et ça, on n'est pas forcément, alors sur le plan socio-économique, c'est pas obligatoire, mais on est plus sur des familles qui, d'un côté, eux, voilà, moi, ce que j'appelle des familles très positives. Voilà, moi, j'en connais, hein, qui globalement vivent leur vie, ont compris qu'ils n'étaient pas des parents qui n'avaient pas d'obligation forcément non plus d'être des parents très autoritaires, qu'il fallait être des parents voilà, qui expliquent les choses, un peu cool à certains moments, un peu plus autoritaires à d'autres, qui n'ont pas cette problématique de se poser les questions de savoir mais comment je fais, mais qui font et qui le font très bien souvent, et qui fait que l'adolescent derrière, il va moins se poser de questions et qui va être capable de, de tenir le coup, c'est-à-dire qu'il va quand même être confronté à cette difficulté à l'école parce que la pression, elle va être là et ainsi de suite, mais qui va justement pas pouvoir revenir à la maison à se dire, va pouvoir revenir à la maison et se dire, bah, au final ça va, je suis quand même dans un cocon qui m'aide beaucoup et qui m'aide à supporter ce que je vis moi au collège. Ça, c'est mon interprétation, hein. C'est juste que les intellos adoptent un comportement en faveur des profs et non des élèves. C'est l'interprétation qu'en font les élèves. Parce qu'en gros, l'intellectuel n'adopte pas le comportement des profs. Parce que si on réfléchit bien à l'éducation, le prof, il veut juste mettre en avant, amener ses capacités intellectuelles à se développer. Donc en gros, un intellectuel, avant tout, un vrai intellectuel, il y en a beaucoup, s'il aime travailler, il aime travailler parce que ça lui apporte du plaisir, parce qu'il aime ça, parce qu'il aime découvrir des choses, parce qu'il aime lire.
Là, en ce moment, je me retape les Harry Potter là, qui sont diffusés à la télévision. Hermione, c'est quelqu'un qui, avant tout, aime. Voilà, c'est pas une faillotte. Elle faillote pas avec les profs. Si elle est comme ça, c'est parce que c'est un plaisir pour elle. Elle a développé ses capacités intellectuelles et que c'est ce qui la valorise et ce qui fait qu'elle est plus intelligente. Et ce qui fait qu'en gros, le fait que le groupe pense que les élèves, ces intellectuels, répondent aux demandes des profs, c'est juste qu'une interprétation, la réalité, elle n'est pas là. C'est juste que d'un côté, il y a des enfants qui sont valorisés sur le plan intellectuel, d'autre côté, il y a des enfants qui sont valorisés sur le plan plus. Alors, s'ils n'étaient pas aussi, s'il n'y avait pas de problème de comportement, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces enfants un peu turbulents. Parce que voilà, j'en ai beaucoup, j'ai fait des interventions moi, dans des collèges avec des enfants qui étaient après classe, conseil de discipline ou conseil de vie scolaire, où moi je les prenais en charge pour 2-3 séances à discuter entre eux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces enfants sur le plan de personnel, c'est-à-dire que c'est des enfants qui amènent quand même une espèce de créativité de la vie qui est quand même très très intéressante et qui malheureusement face à une demande des professeurs qui elle est très liée au cognitif et qui ils ont le droit, hein, je ne dis pas le contraire, va être confronté, va pas correspondre à ce qu'ils veulent et donc automatiquement ils vont être mis dans la case des mauvais comportements alors que eux ce qu'ils voudraient c'est développer leur créativité plutôt que développer leur côté purement intellectuel. Mais moi, voilà, je pense que vraiment le problème, c'est que le comportement, c'est ça, on est vraiment dans l'évaluation des élèves, la faveur du pro. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Est-ce qu'il y a une nuance entre le bon élève et l'intello? Non, il n'y a pas de nuance. Enfin, tout est une question de catégorisation. Pour moi, il n'y a pas d'intellectuel. Si, l'intellectuel, si à la limite, il devrait y en avoir un, c'est celui qui a un grand plaisir à faire travailler son esprit et qui a envie de chercher toujours plus loin les choses. Voilà. À la limite, on pourrait dire ça, c'est un intellectuel, mais on peut être un très bon élève intellectuel, comme on peut être un très bon élève pas intellectuel, c'est-à-dire un très bon élève qui aime valoriser plutôt le côté j'ai des bonnes notes et ça fait plaisir à mes parents. Et il n'y a rien de grave, hein, ça c'est très bien. Ça peut-être faut voir si s'il y a l'estime de soi peut se valoriser sur d'autres points, mais en gros, il y a voilà, la nuance entre le bon élève et l'intello. Moi, j'aurais tendance à dire que les intellos, en général, sont des. Mais moi, j'ai connu des intellos qui avaient des très bonnes notes. Hein. Ah ouais, j'en connais, hein, qui ont des 5 de moyenne, qui sont des intellos purs durs, mais qui aucun intérêt à ce qu'on apprend à l'école, qui ont plus un intérêt à apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, on peut. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est deux notions complètement différentes. Alors, Graloff, l'intello. Alors, c'est une réponse sûrement. Il y a cette idée qu'il ne soit pas capable d'agir seul et qu'il n'ose pas faire des bêtises pour les élèves. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Je m'explique. C'est que pour moi, l'intellectuel, c'est vraiment une façon d'être. Moi, j'ai connu des intellectuels aussi, pour vous expliquer, qui faisaient énormément de conneries parce que justement, la bêtise, ça permettait de développer quelque chose d'intellectuel. Ça permettait chez lui de développer une capacité à faire des coups en douce sans se faire avoir. Voilà, c'est le côté celui voilà, non. Donc c'est pour ça, je pense que il n'y a pas de notion de bêtise intellectuelle, machin. Vraiment, moi, je peux vous dire, parmi les élèves que j'ai pu avoir dans ces fameux réunions d'après conseil de discipline ou quoi qu'est-ce, beaucoup étaient des bons, très intelligents, très intelligents. D'ailleurs, peut-être pour certains, c'était leur problème parce que justement, comme ils ne voulaient pas rentrer dans la case des intellectuels, ils ont mis leur intelligence à un autre travail. Mais alors, Gralov, tout dépend du prof et de ses parents pour leur père. Ouais, complètement. Complètement. Alors, Kazoul qui dit je trouve que ça concerne une minorité des premiers de la classe. En général, ces mêmes premiers qui sont réellement intéressés ne se font pas embêter à l'école. Alors, oui, on est d'accord. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'en gros, même si le fait d'être premier de classe n'est plus valorisé sur le plan du collège, ça n'empêche qu'il y a quand même des enfants qui ont des bons résultats scolaires. Mais c'est parce que globalement, ces enfants-là ont bien compris qu'ils allaient mettre en avant, ils allaient développer cette capacité. Et comme ils ont une estime de soi bien mis en place, moi, j'ai pas tous les enfants qui viennent dans mon cabinet, hein, comme leur estime de soi est bien mise en place, automatiquement, ça ne va pas les perturber et ils vont continuer à faire ça, et ainsi de suite. Donc, on est bien d'accord. Hein, je vous ai dit au départ, c'était le message du départ. Là, on est vraiment sur des cas très particuliers. Attends, je vois le mot faillot, il faut que je lise. C'est pour ça qu'il faut dissocier les premiers de classe des plus intelligents.
ce sont pas les plus intelligents, mais les faillots qui sont embêtés. Ouais, plus tard. Le problème, c'est que, Cazoul, c'est que dans la tête des collégiens, souvent, les premiers de classe sont très liés aux faillots. Souvent. Voilà. Mais là, vous allez vous apercevoir, hein, c'est que, revenons à la base de ce que je vous ai raconté. Si on parlait de ceci avant, c'est-à-dire avant 7-8 ans, si on parlait de ceci après la puberté, tout ce qu'on raconte là, on est dans des cadres où vraiment la personnalité est mise en avant et donc automatiquement, les choses sont valorisées telles quelles. Là, moi, je vous le rappelle, on parle d'un âge qui, sur le plan des capacités, des envies, c'est un âge de latence, un âge d'enfant qui préfère se tourner vers l'extérieur plutôt que sur l'affectif. Donc, en gros, en essayant de réfléchir à toutes ces notions-là, on rentre dans le schéma de ceux qui, justement, vont essayer de personnaliser des enfants qui, sur le plan de la personnalité, eux, ils ne se posent pas la question. C'est pour ça que je pense que un jour, ça va se caler. Un jour, c'est comme ça. Moi, je le vois depuis 15 ans. On est quand même passé d'une espèce de... comment on peut dire, y compris pour les parents et pour ces enfants de cet âge-là, on est passé d'une espèce de furie, de voilà, quelque chose ingérable, de trucs très compliqués à se mettre en place. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'un nouvel équilibre se met en place. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment à ce qu'un nouvel équilibre chez ces enfants réussisse à faire que, comme maintenant on est à peu près préparé en se disant qu'il va falloir, parce qu'en CM2 on est au courant que ça se passe en 6e, ça va être compliqué parce qu'on a entendu les grands frères, parce qu'on a entendu ci, parce qu'on a entendu ça, et donc on se prépare un peu à l'avance, on s'aperçoit que maintenant, et c'est ce que j'espère ce qui va se passer pour les 10 ans qui viennent, c'est qu'il y a une espèce de régularité qui va faire qu'à un moment on va arriver à quelque chose d'un peu plus en lien avec ce que les enfants peuvent apporter que ces enfants-là vont vraiment prendre en compte leurs besoins pour essayer de le mettre dans la case dans laquelle on met. Donc là, je suis juste dans un constat. Je vous aurais fait cette discussion, et d'ailleurs, je l'ai fait à l'époque, il y a une dizaine d'années. J'étais beaucoup plus perdu déjà dans ma réflexion, et j'étais aussi beaucoup plus négatif quant à l'avenir. Là, maintenant, je trouve que sur le plan de l'avenir, on arrive maintenant à des enfants qui, sur le plan générationnel, commence vraiment à remettre, moi je le trouve, on le remarque un petit peu, remettre un peu plus de jeu, alors jeu, J-E-U, un peu plus de jeu dans leur vie, voilà, par des raisons particulières, un peu plus, voilà, il y a qu'à voir un peu ce qu'on met en avant par rapport aux réseaux sociaux, là actuellement, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est le TikTok, et le TikTok, on s'aperçoit que comme réseau social, il est quand même très ludique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va mettre sur le TikTok par rapport à ce qu'on aurait pu mettre sur Instagram avant et ainsi de suite, on est quand même dans quelque chose de très ludique. Alors, bien sûr, ça ne s'adresse pas à ces âges-là, mais ce qui veut dire que dans nos sociétés, on arrive à quelque chose où on s'aperçoit que le jeu, comme dirait Winnicott, un enfant qui joue, c'est un enfant qui va bien. On s'aperçoit qu'il faut revenir à ces notions-là des choses. Et donc, moi, je suis assez... Je sais pas comment sera l'avenir, mais je suis assez... C'est pas vrai, les faillots sont pas tous premiers de classe. Ça, c'est juste pour terminer là-dessus avec Cazoul, mais c'est peut-être une autre vision des choses. Après, c'est peut-être parce que j'étais premier de classe, donc je ne supporte pas qu'on dise que je suis faillot. Parce que pour moi, je n'étais pas faillot. Après, par contre, on est d'accord, hein, quand on est premier de classe, on est plus apprécié par les profs. Ça, c'est une réalité. Bon, eh ben écoutez, ça fait un petit moment. Je vous avais dit que les jeudis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce seraient des longs lives, mais il y a un moment, il faut quand même, voilà, il faut quand même un peu limiter la bande passante. Surtout qu'il faut quand même que ça donne envie aux gens qui nous regardent. Oui, je comprends. T'inquiète. Donc là, voilà, toute la notion autour du collège. Alors, si vous avez une dernière question particulière, voilà, par rapport à ça, pour préciser des trucs avant que je coupe et que je vous dise au revoir. Sinon, moi, pour moi, là, on est bien d'accord, hein, j'en arrive à la fin à une histoire de constat. Hein, j'apporte pas forcément beaucoup d'éléments. Si, la seule chose que je pourrais vous dire, parents, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en conclusion de mon intervention dans un collège quand j'avais parlé des notions de groupe au collège, c'était de dire, mais le meilleur moyen maintenant qu'un parent peut faire, c'est qu'il ne change pas du tout sa façon de faire avec son enfant entre le CM2 et la 6e.
Les changements, voilà, le côté un peu plus d'autonomie, ça doit arriver plus tard. Donc en gros, s'il y a vraiment une chose qu'il faut pour, si vous voulez, dans l'éducation, c'est que ce que vous mettiez en avant avec votre enfant de CM2, faites-le encore avec l'enfant de 6e, parce qu'en gros, ça va lui permettre lui, de garder une bonne stabilité dans le cadre du foyer et de se dire, bah, ça va, tout ne change pas, quoi. J'ai déjà le collège à gérer, le fait d'avoir plein de profs, plein de trucs, au moins à la maison, ça reste pareil. C'est-à-dire que même si je suis obligé d'être un peu ado au collège, chez moi, ma mère, elle accepte que je sois encore un gamin, elle accepte. C'est pour ça que les parents qui, dès la 6e, disent hey, écoute, là, t'es grand, maintenant tu pourras arrêter de faire l'idiot avec ton petit frère, ta petite sœur. Dites-vous que s'ils font l'idiot avec leur petit frère et petite sœur, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin le soir en rentrant. Donc, ne changez rien, prenez-les pour ce qu'ils sont, des enfants, et laissez-les jouer comme des enfants pour qu'ils puissent gérer le reste du problème. Eh ben, merci Yanis. Eh ben, écoutez, voilà. Donc, c'était le live de cette semaine. Est-ce que, voilà, moi je vous avais dit aussi dans ce que je vous expliquais que si vous voulez, on peut continuer cette discussion demain dans le cadre d'un live Instagram. Est-ce que ça vous intéresse Voilà, sur la même thématique. Ça commencera donc demain vers. Ce sera un peu plus court parce que moi je serai accaparé à partir de 16h. Donc, j'essaie de faire. Je m'aperçois que je ne peux pas être dispo avant 15h dans tous les cas. Donc, on va se dire 15h demain. Je serai sur Instagram. Et on continue la discussion en tête-à-tête, si vous avez envie. Je ne sais pas, la Cazoul qui a beaucoup intervenu. Il y a aussi, j'ai une mémoire des prénoms, Graloft, voilà tout ça. Valopin. Nils, je ne sais pas si tu es encore là, Nils. D'ailleurs, bon courage, enfin en tout cas pour les étudiants qui ont commencé leurs examens. Là. Bon courage pour les examens actuellement. Surtout que ce n'est pas forcément les meilleures conditions de devoir faire ça à la maison. Eh ben, tant pis, Valopin. Donc demain, on reprend le sujet à 15h, mais alors plus pour aller un peu plus loin et plus pour vous écouter. Donc si vous souhaitez, à partir de 15h, je mettrai un live en route sur mon Instagram, 60 secondes de psy, avec un S pour le second, n'oubliez pas. En tout cas, c'est le même logo, vous me retrouverez un site là-dessus. Et puis de toute façon, je crois que je l'ai mis en lien dans ma page YouTube. Et on continue la discussion autour des adolescents et de vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous êtes parent d'adolescents, de collégiens, excusez-moi, je viens de faire une grosse bêtise. Si vous êtes parent de collégiens, si vous êtes étudiant en psycho, vous avez envie d'en discuter, ça m'intéresse. On se revoit donc demain, 15h. Je vous remercie tous pour l'intervention. Le thème de jeudi prochain, je ne l'ai pas encore. Si vous avez des idées, vous les mettez en commentaire. On en discutera. On se fera peut-être une idée reçue de la parentalité. Je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas avant jeudi prochain, quoi qu'il arrive. Sinon, en gros, pour ceux qui veulent, demain, je le rappelle, 15h sur Instagram, un live en tête-à-tête. Préparez-vous. Demandez aux copains de ne pas jouer à la console. Enfin, mettez-vous parce qu'en gros, il est possible qu'à un moment, on se fasse des appels. Voilà, il n'y a pas besoin de se coiffer, on sait très bien. Moi, je mets un chapeau exprès parce que ma coiffure est moche. Et puis parce que je trouve que la casquette me va bien. Mais on pourrait parler des Tanguy, les fameux post-adolescents. Mais ça, c'est plus compliqué. Je n'ai pas vraiment étudié le post-ado. En tout cas, je l'ai moins eu dans mon cabinet. Voilà. Mais bon, on remarque des choses particulières. Bon, et bien sur ce, on en discute. À demain pour certains, à jeudi prochain pour les autres. Et sachez que moi, je vais faire un gros travail avec tous les lives pour les réduire comme j'ai fait avec le premier. Voilà, j'ai vu que ça avait intéressé certains. Donc voilà, je vais sûrement faire des vidéos spéciales pour que ce soit des lives très courts. Je crois qu'en 10 minutes, il y a à peu près 10 minutes d'intéressant dans ce que je raconte. Même si aujourd'hui, je pense que j'ai parlé beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Détendez-vous. Si vous voulez, il y a des bandes de relaxation